Herzog et Jean Glavany. Oui, monsieur le professeur, nous arrivons, et tant mieux, au cœur de notre sujet. Au moins l'explication que nous avons, qui est peut-être un peu rude, mais qui est franche, nous permet d'avancer. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors moi, je vous écoute évidemment avec grand intérêt. Mais enfin, le propre même de la démocratie, et nous sommes, Dieu merci, dans une démocratie, le propre même de la démocratie est quand même de faire des lois. Quel autre moyen pour lutter contre un phénomène que nous critiquons tous, où il y a quand même manifestement des dérives considérables? C'est évidemment notre responsabilité d'intervenir face à ce que nous constatons. Alors vous nous dites, en tant qu'historien et en tant que sociologue, vous nous dites, vous étudiez, vous nous permettez de participer à cette réflexion, et tant mieux. Mais je ne vois pas vraiment où vous voulez en venir. Vous nous dites démocratie, vous nous dites principe du roseau, donc il faut effectivement plier. Mais plier, et après, qu'est-ce qu'il y a? Parce que vous nous donnez un certain nombre d'éléments qui nous permettent évidemment d'avancer dans notre réflexion, mais je ne vois pas la finalité de votre raisonnement. Qu'est-ce qui, selon vous, peut être fait? Alors bien sûr, ce n'est pas à vous de décider, c'est à la représentation nationale. On ne veut pas vous dire quelle est la recette la meilleure. Mais enfin, je ne vois pas à quoi mène finalement votre réflexion. Et puis il y a un autre élément, c'est que l'intellectualisme, c'est une chose, la réflexion c'est une chose, l'intellectualisme, ça n'est peut-être aussi une autre. Est-ce que ça ne sert pas quelque part à certains? Est-ce que ça ne sert pas finalement à se servir d'une sorte de paravent intellectuel, si l'on peut dire, qui finalement peut accentuer, donner une forme intellectuelle à quelque chose qui va très loin et qui est une lutte vraiment de fond contre la démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi dans un discours qui finalement ne va pas directement au centre des choses et ne dit pas, voilà, nous sommes là face à quelque chose de barbare contre lequel véritablement il faut lutter? Nous tous ici par votre analyse, je vous en remercie. Mais là, ce que vous avez dit sur ce communautarisme pose question, bien sûr. En fait, vous nous dites, alors je schématise certainement à l'excès, mais vous nous dites en fait que en termes de liberté et d'égalité et de fraternité, principe évidemment de base de notre démocratie, peut-être pourrions-nous envisager une sorte de communautarisme atténué. C'est un petit peu ce que vous venez de tracer comme piste. Voilà. Alors moi je considère, enfin à titre personnel, je n'ai pas du tout évidemment cet avis, parce que par définition, le communautarisme fait prédominer des valeurs de ceux qui sont dans cette communauté avant même les valeurs de la société. Je veux dire, par définition même, le communautarisme fait à terme exploser la République. Parce qu'on est d'abord identifié comme appartenant à cette communauté avant d'être identifié comme appartenant à la société et aux valeurs qu'elle défend. Donc je considère, mais alors c'est là que je m'intéresse à votre réponse, je considère qu'il n'y a pas de demi-mesure en ce qui concerne le communautarisme. Il ne peut pas y avoir de communautarisme atténué. N'est-ce pas aussi une sorte d'aveu de faiblesse à ce moment-là, de la part de la démocratie, que de dire il faut finalement tolérer une sorte de communautarisme, parce qu'en réalité on n'a pas les moyens, ou on ne veut pas lutter contre ce communautarisme? Voilà très précisément la question que je souhaite vous poser. Alors, un petit mot de Jean-Paul. Oui, un petit mot, Monsieur le Président, oui. Simplement. Vous redonnerez le mot de la fin. Oui. Ce développement de la pratique, vous l'avez constaté notamment à l'université, vous venez de le dire, et vous avez dit aussi. Du voile. Hein. Du voile, voilà, c'est ça. Tout à fait, oui. Et du voile intégral aussi. Du voile. Non, j'ai vu 2 cas. Bon. Et comme vous dites aussi que c'est insupportable, donc il y a nécessité bien sûr de faire quelque chose. Et vous savez très bien que les outils juridiques dont nous disposons actuellement ne sont pas suffisants pour permettre une sorte d'interdiction de cette pratique d'un port intégral dans la rue. Je veux dire, je comprends ce que vous dites en termes d'ordre public concernant les piscines, concernant enfin les exemples que vous avez donnés. Mais par contre, se promener dans la rue avec un voile intégral, ce n'est pas en l'état interdit. Donc c'est quand même insupportable. Donc qu'est-ce qu'on fait?
Je vous donne le dernier mot. Alors, je suis un peu ébouriffé par votre question, monsieur le député. Si j'ai posé la question tout à l'heure, je n'envisageais pas 30 secondes d'interdire dans la rue le port. Non, non, je ne l'envisageais pas 30 secondes. Mais non, attendez. Lorsqu'un cul-de-jatte se balade dans la rue, ça peut faire violence aussi. Enfin, non mais, je provoque volontairement. Non, la signification. Non, non, la signification. Nous devons nous préoccuper de la signification, pas du signe. Non, non, le signe, un signe est neutre en soi. Ce qui est important, c'est le sens qui est le sien. Un signe, c'est quoi? Je suis athée, je ferai un signe de croix, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est la signification qu'on lui donne. Et je terminerai là-dessus.